Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler. Il ne faut pas que je m'éloigne trop du micro. Aujourd'hui, je vais vous parler de. Merci. Timekeeper, c'est bon. Finalement, une fois qu'on a mis un certain nombre de choses en place, comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'hémorragie ne revienne pas par d'autres voies, donc qu'on installe de nouveau des machines industrielles non sécurisées qu'il faut remettre sous contrôle. D'où l'idée d'accompagner nos fournisseurs. Alors la cybersécurité, chez Michelin, c'est pas nouveau. Pour autant, ça n'a pas été toujours une évidence, en tout cas pour la partie industrielle. La sûreté de l'information, c'est dans nos gènes, pas de problème. La sécurité physique des sites aussi. La sécurité informatique, c'est bien ancré. Par contre, il a fallu quelques déclencheurs avant qu'on s'occupe de la sécurité informatique dans les usines pour l'industrie. Alors, il n'y a plus besoin de le cacher maintenant. Un des déclencheurs, c'était en 2011, une usine aux États-Unis, assez critique pour nous, qui s'est fait arrêter de façon très classique, à l'aide d'une simple clé USB, un malware qui était sur cette clé et qui, sur une clé d'un automaticien, et donc qui s'est propagé via cette clé. Et à chaque fois qu'on essaie de restaurer avec cette fameuse clé, on restaurait aussi la charge virale, c'était très bien. Et puis des tests d'intrusion qui ont été faits sur l'IT. Là, on ne s'occupait pas de l'OT, ce n'était pas l'idée. Des tests d'intrusion donc, sur nos réseaux qui, finalement, en tirant la pelote, ont démontré que, à l'époque, on peut le dire aujourd'hui, on avait un réseau, un flat network, un réseau complètement à plat. Donc depuis n'importe quel site Michelin, en fait, on pouvait arrêter n'importe quelle usine en quelques clics. Puisque on sait encore aujourd'hui que pour se connecter à un automate, si on connaît l'adresse IP, c'est assez facile de l'arrêter, même sans être automaticien. Voilà les déclencheurs. Donc du coup, après mûre réflexion, c'est-à-dire en 2013, on a commencé à déployer des firewalls dans les 70 usines du groupe pour faire la séparation de l'IT et de l'OT. Et puis on en a profité pour créer en même temps un service de cybersécurité qui était détaché de l'IT. Il y avait déjà le service alors on n'appelait pas cybersécurité, c'était pas la mode, mais un service de sécurité informatique. Bon, côté IT bien sûr. Et là on a détaché vraiment des personnes qui avaient plus une culture d'automaticien, d'informaticien industriel pour les former à la cybersécurité. C'est plutôt comme ça qu'on a pris la chose. Et on a commencé à faire un service cyber dédié à toutes les usines, au service de toutes les usines. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Un référentiel sécurité OT. Bon, bien sûr, on avait nos référentiels sécurité informatique pour l'IT. Mais bon, il fallait faire un peu d'explication de texte, peut-être adapter certaines règles, peut-être que l'antivirus préféré institutionnel n'était pas le bon. Voilà, donc il a fallu adapter un petit peu les règles. Donc un référentiel sécurité OT, donc je parle de niveau 2, niveau 3, et puis aussi un peu plus tard, on a fait la même chose pour l'automatisme, donc le niveau 1. Bien sûr, des rôles, responsabilités, une organisation. Quand on allait d'une usine alpha à une usine lambda, on n'avait pas forcément la même organisation. C'est-à-dire il n'y avait pas forcément un responsable sécurité du site, il n'y avait pas forcément un responsable informatique. Il y avait peut-être un automaticien qui avait cette casquette-là à un moment, mais voilà. C'était différent d'une usine à une autre, donc il était important d'avoir un modèle d'organisation qu'on puisse retrouver quel que soit le site, ne serait-ce que pour avoir des correspondants, pour savoir à qui parler, en tant que pour traiter un incident de sécurité dans une usine, ne serait-ce que pour savoir à qui on pouvait appeler pour nous aider à le traiter. Des tests et des qualifications de solutions adaptées à l'outil, des outillages maison, on adore ça chez Michelin, on adore faire nos propres outils maison, surtout dans l'informatique industrielle. Et puis du coup, on maîtrise quand même assez bien nos solutions informatiques. Et c'est assez facile de déployer avec notre plateforme des outils adaptés. Et par exemple, aujourd'hui, on arrive à faire de l'inventaire automatique, y compris avec de la découverte d'automates, ce qui est pas toujours simple. Et si pas d'inventaire automatique, pas d'inventaire à jour en général.
On a mis en place un RSSI en dehors. Le RSSI était dans l'IT, comme souvent. Bon, il a été mis en place en dehors de l'organisation de l'IT. Et il y a un RSSI industriel qui a été nommé. On a mis en place le contrôle interne. On a fait ensuite un rapprochement des compétences IT-OT. Et bien sûr, des événements de sécurité OT sont remontés dans le CIEM. Bon, mais c'est pas de tout ça que je voulais vous parler. Désolé. Partant de ce constat, des nouvelles machines industrielles, il faut en connecter régulièrement. Une usine qui évolue pas, qui n'a pas de nouvelles machines, c'est une usine qui a un peu de soucis à se faire. Des achats de machines qui peuvent se faire en local ou en centrale. Donc en centrale, on imagine qu'on va essayer de pouvoir aborder les choses, et en local, plus compliqué. Des fournisseurs internes, puisqu'on a notre propre ingénierie pour faire notre propre machine. Donc des fournisseurs internes et externes à sensibiliser à la cybersécurité. Et des contrats de maintenance. Alors, toute machine aujourd'hui arrive avec son contrat de maintenance. Bon. Dès qu'on épluche le contrat de maintenance, le MCO, bien sûr, maintien en condition opérationnelle, il n'y a aucun problème, c'est pris en compte. C'est le but du contrat, c'est le service. Dès qu'on pose 2-3 questions sur et quid du maintien en condition de sécurité, des patchs, qu'est-ce qu'on fait quand l'OS que vous avez installé sur tel superviseur devient obsolète. Bon, voilà. Maintien en condition de sécurité, ça c'est jamais compris dans les contrats de maintenance. Donc l'idée c'était comment est-ce qu'on peut mettre la cale. Ce qui m'a permis de mettre un pneu, parce que c'est pas simple dans ce genre de présentation. Voilà. Et bon, comment d'abord, il faut prévoir le fait que des machines plus ou moins bien protégées vont pouvoir s'intégrer à notre infra. Le prévoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir fait, si on a besoin de mettre une machine en place avec prise de contrôle à distance parce qu'il y a un contrat de maintenance associé, il faut avoir prévu le fait que rapidement, on peut déployer une DMZ par fournisseur, qu'on a une solution VPN identifiée qui fonctionne et qui soit suffisamment accessible pour que les fournisseurs puissent arrêter de nous vendre TeamViewer. J'ai rien contre TeamViewer. Donc DMZ par fournisseur, accès à VPN, et aujourd'hui, mais on va avoir du mal à tenir ce discours très longtemps, remonter des données sur Internet bloquées par défaut. Je dis par défaut parce qu'il y a déjà quelques exceptions et cette position va être un peu compliquée à tenir dans le temps. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a mis en place une sorte de checklist, des discussions avant projet. On pose des questions indiscrètes comme comment on fait les sauvegardes? Est-ce que dans la solution que vous nous proposez, vous êtes principalement un fournisseur un outil de production, une machine industrielle, donc de la mécanique, de l'automatisme, ok, mais je vois qu'il y a un peu d'informatique autour, un PC pied de machine, etc. Ça se virtualise ou pas? Et du coup, si ça se virtualise, ça peut se mettre dans notre infra à nous ou pas? Voilà. Alors, selon les fournisseurs, il faut expliquer ce que c'est que la virtualisation, c'est pas toujours simple. L'inventaire, le monitoring, la veille patching, est-ce que les agents que nous on préconise, est-ce qu'ils peuvent être installés sur la machine que vous nous fournissez? Souvent, on a encore le discours, vous installez ce que vous voulez, mais par contre, vous ne m'appelez plus. Bon. Les systèmes que vous nous proposez, il y a une gestion de compte. Est-ce qu'on peut intégrer ça à notre Active Directory dédié industrie? Bon, pas toujours simple. Les bases de temps. Si on commence à collecter les événements, une machine, ce serait de bon ton qu'elle soit reliée à la base de temps si on veut pouvoir faire de la corrélation. Est-ce qu'on peut mettre à jour, donc est-ce qu'on peut configurer vos systèmes pour que l'heure se mette à jour sur le serveur NTP? Et je l'ai dit, les contraintes de maintenance couvrent-ils aussi le MCS en plus du MCO? Bon, ça nous permet d'avoir une première évaluation ou des premières discussions pour évaluer la maturité, disons, du fournisseur. Et du coup, comme ça ne suffisait pas, on s'est dit, bon, on va créer notre propre certificat, notre certificat Michelin ICS Cybersecurity. Bon, le besoin, c'est quoi? On veut s'assurer, je l'ai dit, que les machines industrielles, quand elles sont installées en usine, elles respectent un certain niveau de cybersécurité dès leur installation, mais que ça va être maintenable dans le temps.
pendant toute la durée d'exploitation. Et ça en mettant en œuvre dès le processus d'achat un certain jeu de contrôle, donc une checklist par exemple. Donc on a une checklist qui est passée systématiquement, mais pour aider, merci, pour aider les acheteurs et pour aider les fournisseurs surtout, ce certificat, il vise à se dire, finalement, si vous êtes un fournisseur qui avait une bonne maturité cybersécurité, on va peut-être pas vous embêter pour toutes les machines que vous essayez de nous vendre. On a confiance, donc on va établir une sorte de contrat de confiance. Donc, montrez-nous votre plan d'assurance sécurité. Bon, il faut expliquer un peu ce que c'est. Et du coup, ensuite, le fournisseur pourra auto-certifier que les machines sont livrées, que les machines livrées sont conformes. Voilà, c'est un peu comme la plaque CE, d'accord ? On s'auto-certifie que la machine est conforme parce qu'on a mis en place les choses qui permettent de se donner confiance. Voilà. Et puis un certificat par type de machine. Finalement, si on duplique 10 fois la même machine, on va peut-être pas revérifier ou vous reposer les mêmes questions pour ce même type de machine. Donc voilà, le fait d'avoir ces certificats par fournisseur ou par type de machine permettent de gagner du temps une fois qu'on a commencé cette relation avec le fournisseur. Et bien sûr, ça n'empêche pas que dans nos protocoles de réception, alors que ce soit la Factory Acceptance Test ou la Site Acceptance Test, donc on a mis des contrôles pour s'assurer, donc dans notre checklist, pour s'assurer que nos éléments de sécurité sont bien pris en compte. Et surtout, le fameux responsable informatique site dont je parlais au départ, il a le droit, mais surtout le devoir, de refuser la connexion au réseau d'une machine qui n'aurait pas le certificat. D'accord ? Donc ça veut dire que, et ça c'est un peu nouveau pour le responsable informatique site, il participe aussi à ces fameux protocoles de réception machine, alors pas sur tout, mais uniquement sur la partie cyber. Et puis ça suffit encore pas. Donc il faut le contractualiser. C'est bien d'avoir de la bonne volonté, mais si on veut que ce soit pérenne dans le temps, il faut s'assurer qu'il faut mettre des annexes sécurité dans les contrats. Aujourd'hui, on n'a plus de projet industriel qui n'embarque pas d'IT, pas d'OT ou pas d'IoT, bien sûr. Donc, on a intégré dans notre processus d'appel d'offres ce fameux questionnaire cybersécurité qui est demandé à chaque fournisseur, qui nous permet d'évaluer la maturité, avec des personnes qui peuvent analyser les réponses et faire cette évaluation. Et dans le processus de contractualisation, donc, on rajoute une annexe sécurité, plus ou moins détaillée selon ce qu'on a vu pendant la phase d'analyse. Et donc, bon, évidemment, on repose des questions que tout le monde pose. Est-ce que vous avez une PCSI? Comment vous sensibilisez vos employés? Quel est votre propre infra-IT? Comment vos PC sont protégés, surtout si vous venez chez nous pour faire des interventions de maintenance? Mais aussi sur des clauses sur les services. Donc, est-ce qu'on peut négocier un SLA sur le patching sécurité? Le patching des machines industrielles, on sait tous que c'est très compliqué. Ceci dit, parfois, on a des patchs qu'on caractérise comme obligatoires à mettre en place et on est prêt à prendre des risques. On a un certain nombre de machines tests pour s'assurer que le patch ne fera pas trop de dégâts. Mais du coup, on demande aussi, dans le cadre du contrat de maintenance, et donc ça rentre dans le cadre du MCS, que les patchs soient installés sur ces machines. Et bien sûr, la gestion des incidents de sécurité. Dans quelle mesure vous nous prévenez, et on va vous dire qui prévenir, en cas d'incident de sécurité chez vous, ou sur une des machines. Bon, et si on ne fait pas tout ça, finalement ce qu'on dit souvent, et on l'a souvent expliqué aux usines quand on essayait de mettre des firewalls un peu partout, c'est que si nous, on ne s'occupe pas de notre propre cybersécurité, outre le risque de mettre l'usine par terre, bon, ça ils le comprennent assez bien, demain, c'est soit une réglementation, soit nos clients qui vont nous le demander, qui vont vouloir s'assurer que l'usine ne va pas tomber à cause d'un simple malware, parce que eux, leur propre ligne de production va aussi s'arrêter. Bon, d'accord ? Bon, et ben voilà, c'est fait, on y est. Bon, on a le RGPD, ça touche un petit peu moins l'industrie, quoique. On a certaines industries qui sont touchées par la loi de programmation militaire, par la directive Nice et la Nice 2 aujourd'hui. Et dans le monde automobile, là, il y a une réglementation qui est assez forte, qui est l'UNECE R155 et R156. Vous allez me dire, mais pourquoi il me parle de ça?
Rien à voir. Et ben, la problématique est assez proche. C'est-à-dire qu'une voiture connectée qui sort aujourd'hui de la ligne de production, elle est peut-être sécurisée à l'instant T, et encore, ça fait partie du règlement R155, hein, qui nous dit d'appliquer l'ISO 21434. Donc peut-être que quand elle sort de l'usine, elle est sécurisée. Par contre, dans 15 ans, si on n'a pas mis en place un certain nombre de moyens, un, pour détecter qu'il se passe quelque chose, et deux, pour traiter les vulnérabilités, pour peut-être recompiler, patcher, eh bien, on n'arrivera pas. Et on aura un problème. Et ça, c'est un peu la même problématique que ce qu'on a dans l'industrie. Quand on met en place une machine industrielle, c'est pas pour la changer dans 3 ans, pas comme nos PC préférés, c'est pour rester dans l'atelier de production pendant 15, 20, 25 ans. Et donc, c'est pour ça que je fais le parallèle avec ces deux règlements. Et les exigences sont de plus en plus fortes. Régulièrement, au moins une fois par mois, je réponds à un questionnaire cybersécurité qui viennent de nos clients. Hein. Donc j'ai cité Airbus, Toyota, General Motors. Il y en a qui posent... C'est un simple sondage. Vous en pensez quoi de la cybersécurité? Bon. Souvent, c'est un peu plus que ça. Des questionnaires, où là, on a 10, 20, 30, 50, 70 contrôles sur lesquels un peu basés souvent soit sur le NIST, soit sur l'ISO 27000. Donc qui nous posent des questions indiscrètes. Et puis parfois, c'est quasiment un audit, puisqu'il y a des preuves à fournir, en plus du questionnaire. Hein. C'est le cas du fameux TPISR de chez General Motors. Voilà. Et donc, bon, il y a des certifications ISO 27000, j'en ai parlé, et SOC 2. Et aujourd'hui, nos chers clients automobiles nous imposent, dans certains appels d'offres, d'être certifiés TISAX. Donc TISAX, c'est-à-dire Trusted Information Security Assessment Exchange. Et c'est un audit qui est fait par un organisme externe et qui évite de répondre à ces multiples questionnaires. Et d'ailleurs, les constructeurs qui n'ont pas eu, qui ne sont pas encore passés à TISAX, comme Toyota ou General Motors, à chaque fois, j'essaye de répondre en disant bah, votre question là, elle correspond au contrôle numéro tant de TISAX, et c'est comme ça qu'on répond à ce contrôle-là. Bon, voilà, donc si on fait rien, bah, on sera rattrapé par la police. Et du coup, j'ai une question pour finir. Aujourd'hui, nous, on se pose la question de la certification pour une machine industrielle basée sur un norme 62443-3-3 qui permet de certifier un système et donc une machine, puisqu'un système, c'est un ensemble de composants, une machine industrielle. Donc ma question, c'est est-ce que vous posez la même question? Est-ce que vous êtes déjà engagé dans ces démarches-là? Pourquoi on se pose ces questions? Parce que finalement, notre cabinet d'ingénierie Michelin, il fait des trucs tellement super que peut-être qu'on pourrait vendre des machines ailleurs, avec notre savoir-faire. Donc, mais on aimerait bien avoir un tampon. On peut mettre notre certificat Michelin, hein, mais je ne sais pas s'il sera reconnu worldwide. Donc voilà, on se pose la question de la 62443-3-3. Bon, je serais ravi d'en discuter après cette session avec ceux qui ont déjà des expériences dans le domaine. En tout cas, nous, on commence à travailler dessus. Je suis un peu en retard, j'aurais dû avoir plus de matière à vous donner, mais on commence tout juste. Voilà. Merci.